en bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Ces derniers jours, l'Amérique a fait ses adieux à plusieurs personnalités remarquables, des icônes dont l'impact se fera sentir pendant des générations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous rendons hommage à leur vie, à leurs réalisations et à l'héritage qu'elles laissent derrière elles. Si l'une de leurs histoires vous a touché, veuillez envisager de laisser un j'aime pour aider à garder leur mémoire vivante. Merci d'être ici. Commençons maintenant. Jane Goodall, primatologue, éthologue et anthropologue pionnière dont le travail a transformé la compréhension de l'humanité sur les animaux et nous-mêmes, est décédée le 1er octobre 2025. Elle avait qu'à 91 ans. Goodall a commencé ses recherches en 1960 au parc national de Gombe Stream en Tanzanie, où elle a documenté l'utilisation d'outils, la chasse et les manifestations de vies émotionnelles complexes chez les chimpanzés. Ces observations révolutionnaires ont renversé des hypothèses de longue date sur la frontière entre les humains et les autres primates et ont fait d'elle l'une des scientifiques les plus influentes du XXe siècle. Son travail a remodelé la primatologie, l'anthropologie et l'étude du comportement lui-même. Au-delà du domaine, Goodall est devenue une défenseure mondiale de la conservation et de l'éducation. En 1977, elle a fondé le Jane Goodall Institute qui soutient la recherche et les programmes de conservation communautaire. Elle a ensuite lancé Roots and Shoots, un réseau international de jeunes promouvant l'action environnementale et humanitaire dans plus de 60 pays. Ses livres, ses conférences et son plaidoyer inlassable ont fait d'elle l'une des voix les plus reconnaissables dans la lutte pour protéger la planète. Née à Londres en 1934, Goodall a manifesté une fascination pour les animaux dès sa petite enfance. Elle a ensuite obtenu un doctorat en éthologie de l'université de Cambridge, l'un des rares à avoir été décerné à une personne sans diplôme de premier cycle. Malgré sa renommée, elle était connue pour sa modestie et son profond engagement envers sa mission, passant souvent plus de 300 jours par an à voyager pour diffuser son message de conservation et d'espoir. Jane Goodall laisse derrière elle un héritage qui mêle science, compassion et activisme. Ses découvertes ont changé à jamais la façon dont le monde voit les animaux, tandis que son plaidoyer a inspiré des générations à protéger le monde naturel. Commentez 91, son âge, ou écrivez RIP Jane Goodall pour honorer une scientifique et militante qui a redéfini la relation de l'humanité avec la nature. Jim McNeely, largement reconnu comme l'un des pianistes, compositeurs et chefs d'orchestre de jazz les plus influents de sa génération, est décédé le 26 septembre 2025 à l'âge de 75 ans. Il a commencé sa carrière dans les années 1970 avec l'orchestre Thad Jones Mel Lewis, attirant rapidement l'attention pour sa technique raffinée et son phrasé imaginatif. Plus tard, il s'est produit avec le Stan Getz Quartet et le Phil Woods Quintet, des ensembles qui ont mis en valeur sa capacité à allier précision et chaleur. Le public admirait son style raffiné, tandis que ses collègues le considéraient comme un musicien qui élevait chaque performance à laquelle il participait. McNeely est devenu tout aussi influent en tant que compositeur et chef d'orchestre. Il a dirigé le Frankfurt Radio Big Band, a collaboré avec le Danish Radio Big Band et a contribué de manière significative au Vanguard Jazz Orchestra, l'un des ensembles les plus importants de New York. Ses enregistrements acclamés, dont Group Therapy 1992 et Barefoot Dances and Other Visions 2000, sont considérés comme des jalons dans le jazz moderne, lui valant des nominations aux Grammy Awards et des éloges de la critique. Né le 18 mai 1950 à Chicago et ayant fait ses études à l'Université de l'Illinois, McNeely a également laissé un héritage durable en tant que professeur à la Manhattan School of Music. Ses élèves se souviennent de sa générosité et de sa discipline, se souvenant de lui autant pour son mentorat que pour sa musique. Prenez un moment maintenant, commentez 75 ou écrivez RIP. Jim McNeely pour marquer le décès d'un musicien dont le talent artistique et l'enseignement restent au cœur de l'histoire du jazz.
Le 23 septembre 2025, le monde du cinéma a fait ses adieux à l'une de ses icônes les plus brillantes. Claudia Cardinal, qui a élevé le cinéma italien et international à des sommets artistiques extraordinaires, est décédée à l'âge de 87 ans. Née à Tunis en 1937 de parents siciliens, Cardinal s'est révélée être une force de talent et de beauté à la fin des années 1950. Sa révélation est venue dans les chefs-d'œuvre de Luchino Visconti, Rocco et ses frères, 1960, et Le Guépard, 1963. Au milieu des années 1960, sa renommée s'était répandue dans le monde entier. Avec La Panthère Rose, 1963, elle est entrée facilement dans le monde de la comédie internationale et dans Il était une fois dans l'Ouest, 1968, de Sergio Leone, elle a donné l'une des plus grandes performances du cinéma western. Son influence a été reconnue par le prix David di Donatello italien, le Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière à Venise, l'Ours d'Or à Berlin et un prix à Cannes, l'honorant en tant qu'artiste intemporel. Ces honneurs reflètent bien son influence non seulement dans le cinéma européen, mais aussi à Hollywood, où elle est devenue une ambassadrice d'élégance et de talent artistique. Claudia Cardinal était plus qu'une simple star, cependant. Elle était une fervente défenseur des droits des femmes, s'est exprimée pour des causes humanitaires et a vécu avec une indépendance et une résilience qui ont inspiré ses collègues et le public. Ses films, ses récompenses et ses principes restent son plus grand héritage. Un rappel que l'art véritable et la justice peuvent aller de pair. Pour lui rendre hommage, entrée 87, Son âge, où écrivait RIP Claudia Cardinal pour honorer une femme dont l'intelligence et la conviction ne s'effaceront jamais de nos mémoires. Bobby Kane, dont on se souvient comme un pionnier des droits civiques et un symbole de courage dans l'histoire américaine, est décédé le 29 septembre 2025. Il avait 82 ans. Né en 1943 à Clinton, dans le Tennessee, Kane est entré dans l'histoire en 1956 lorsqu'il est devenu le premier étudiant afro-américain à obtenir son diplôme d'une école secondaire publique réservée aux Blancs dans le Sud. Sa remise de diplôme de la Clinton High School est survenue à la suite de violentes manifestations et d'attaques qui ont marqué l'un des premiers tests de la décision Brown contre le Conseil de l'éducation de la Cour suprême. Malgré les menaces et l'intimidation, Kane a persisté, soutenu par sa famille et les leaders communautaires qui l'ont soutenu face à l'hostilité. Son courage à l'âge de 18 ans a été largement reconnu à l'époque, et plus tard, les historiens souligneraient Clinton comme un moment clé dans la lutte plus large pour la déségrégation scolaire à travers les États-Unis. Après le lycée, Kane a servi dans l'armée américaine et a mené une vie paisible consacrée au travail, à la foi et à la famille. Bien qu'il n'ait pas recherché les projecteurs, son rôle dans l'histoire n'a jamais été oublié. La vie de Bobby Kane reste un témoignage de la force des individus ordinaires dans des moments extraordinaires. Son héritage perdure dans les salles de classe, les livres d'histoire et dans la lutte continue pour la justice. Commenté 82, Son âge, où écrivait RIP Bobby Kane pour honorer un homme dont la bravoure tranquille a contribué à changer le cours de l'histoire américaine. Joshua Allen, l'interprète polyvalent qui a accédé à la célébrité après avoir remporté la saison 4 de So You Think You Can Dance, est décédé le 30 septembre 2025. Il avait 36 ans. Allen est né à Fort Worth, au Texas, en 1989. En 2008, à seulement 19 ans, il est devenu le plus jeune champion de l'histoire de l'émission. Impressionnant. Les juges béquaient les fans par sa force, son rythme et sa capacité à s'adapter à tous les styles qui lui étaient proposés. Sa victoire a marqué le début d'une carrière qui a fait le lien entre la télévision, le cinéma et la scène. Suite à son succès, il a fait une tournée avec l'émission et a fait des apparitions en tant qu'invité. Hollywood l'a vite attiré et Allen est apparu dans Step Up 3D 2010 et Footloose 2011, apportant son énergie magnétique à l'écran. Il s'est ensuite tourné vers la chorégraphie et le mentorat, désireux de guider les jeunes danseurs vers leur propre succès. On se souvient d'Allen comme d'une personne généreuse, humble et pleine d'esprit,
qui a inspiré ses collègues par sa persévérance et sa passion. Bien que son parcours personnel ait parfois été difficile, son talent artistique n'a jamais faibli. La contribution de Joshua Allen à la danse perdure comme une source de joie et d'encouragement. Ses performances restent un rappel de la façon dont le mouvement peut inspirer et connecter. Partagez vos souvenirs, commentez 36 ou écrivez RIP Joshua Allen pour rendre hommage à un danseur dont le talent a laissé une marque indéniable. Frank Price, écrivain de télévision chevronné et puissant directeur de studio hollywoodien, est décédé le 25 août 2025 à l'âge de 93 ans. Pendant 5 décennies, Price a façonné les petits et les grands écrans, construisant un héritage qui combinait créativité et sens des affaires. Né le 17 mai 1932 dans le New Jersey, il a commencé sa carrière comme écrivain de télévision dans les années 1950. Il a contribué à des séries classiques telles que Have Gun, Will Travel et The Virginian avec plus de 150 épisodes à son actif. Son passage à la direction exécutive à la fin des années 1970 a transformé sa carrière et l'industrie cinématographique. En tant que président de Columbia Pictures, Price a supervisé des succès comme Tootsie 1982, qui a rapporté 167 millions de dollars dans le monde entier, et Ghostbusters 1984, qui a rapporté plus de 295 millions de dollars, consolidant son statut de phénomène mondial. Plus tard, chez Universal Pictures, il a donné son feu vert à Field of Dreams 1979, un film qui a rapporté près de 85 millions de dollars et a été nommé à 3 reprises aux Oscars. Ses collègues se souviennent bien de lui comme d'un leader qui valorisait les écrivains parce qu'il avait commencé comme écrivain. Cette rare double perspective a fait de lui une figure de confiance parmi les créatifs et les dirigeants. Même après la fin de sa carrière formelle en studio, Price a continué à encadrer et à conseiller, transmettant ses connaissances aux jeunes générations. L'héritage de Frank Price se mesure non seulement en dollars et en récompenses, mais aussi dans la place durable que ses projets occupent dans la culture américaine. Son influence se fait encore sentir chaque fois que le public revoit les émissions et les films qui ont défini une époque. Pour se souvenir de Frank Price, le scénariste et directeur de studio qui a contribué à donner vie à certaines des histoires les plus durables de la télévision et du cinéma, laissez un commentaire avec le numéro 93, son âge, ou écrivez simplement RIP Frank Price pour honorer sa vision, son leadership et son héritage à l'écran pour les générations à venir. Giorgio Armani, le créateur italien dont la confection minimaliste et élégante a redéfini la mode mondiale, est décédé le 4 septembre 2025 à l'âge de 91 ans. Armani a lancé sa propre marque en 1975 et en une décennie, son nom était devenu synonyme d'élégance. Les fans se souviennent du moment où ses costumes à la structure souple sont apparus dans American Gigolo, 1980. La garde-robe de Richard Gere, entièrement signée Armani, a transformé le créateur en un phénomène culturel et a donné naissance à une nouvelle définition du style masculin. Affûté mais décontracté, puissant mais discret. Ce moment cinématographique reste un favori des fans, un tournant où la haute couture est entrée dans la conversation quotidienne. Au cours des décennies suivantes, Armani a bâti un empire, sa marque s'est développée pour inclure Armani Privé, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Casa et plus encore, allant de la haute couture aux hôtels. Dans les années 2010, son entreprise employait plus de 7000 personnes et exploitait plus de 2500 magasins dans le monde entier avec des revenus annuels de plusieurs milliards de dollars. Il est resté le seul propriétaire du groupe Armani, une rareté dans la mode et l'un des créateurs les plus riches de l'histoire. Né le 11 juillet 1934 à Piacenza, en Italie, Armani a d'abord étudié la médecine avant de se tourner vers la mode dans les années 1960. Ses créations sont devenues un incontournable des tapis rouges hollywoodiens, habillant des stars de Michelle Pfeiffer à George Clooney, et son esthétique épurée a influencé des générations de créateurs qui ont suivi.
Pour les admirateurs, l'héritage de Giorgio Armani n'est pas seulement l'empire qu'il a bâti, mais la philosophie qu'il a défendue, que le vrai luxe est discret, confiant et intemporel. Son travail perdure chaque fois qu'une veste tombe sans effort. Chaque fois que l'élégance est définie non pas par l'excès, mais par la retenue, on se souviendra toujours de lui comme de l'homme qui a changé la façon dont le monde s'habille. Michelle Burke, une maquilleuse primée aux Oscars, célèbre pour son travail transformateur dans le cinéma, est décédée le 26 septembre 2025. Elle avait 74 ans. Née en Irlande en 1951, Burke a commencé sa carrière comme mannequin avant de se tourner vers le maquillage où elle a rapidement été reconnue pour sa créativité et sa précision. Elle s'est fait connaître à Hollywood dans les années 1980, s'imposant comme l'un des plus grands talents de l'industrie. Burke a remporté son premier Oscar pour La Guerre du Feu, 1981, suivi d'un deuxième Oscar pour Dracula de Bram Stoker, 1992. Son travail a également été présenté dans The Cell, 2000, Entretien avec un vampire, 1994, et Austin Powers, L'espion qui m'a tiré, 1999, entre autres. Ses collègues admiraient sa capacité à fusionner le talent artistique et la narration, créant des personnages dont l'apparence est devenue aussi emblématique que les films eux-mêmes. Au-delà de ses récompenses, Burke était un mentor pour les jeunes artistes, connu pour sa générosité et son professionnalisme. Elle est restée fière de ses racines irlandaises tout en construisant une carrière mondiale et était profondément respectée dans l'industrie cinématographique. Michelle Burke laisse derrière elle un héritage artistique qui a façonné le cinéma moderne. Son travail perdure dans les visages inoubliables qu'elle a contribué à mettre à l'écran. Commenté 64, son âge, où écrivait Michelle Burke pour honorer une artiste dont l'art a élevé des générations de cinéastes. Brett James, le chanteur, compositeur et producteur country, dont le travail est devenu une partie du cœur de Nashville, est décédé le 18 septembre 2025 à l'âge de 58 ans. Né le 5 mai 1967 à Columbia, dans le Missouri, James est arrivé à Nashville au début des années 1990, portant son ambition et une guitare. Au fil des décennies, il est devenu l'un des créateurs les plus fiables de la ville, écrivant des chansons qui ont défini des carrières et touché des vies. Ses crédits incluent Who I Am de Jessica Andrews, Spend My Time de Clint Black et Jesus, Take the Wheel de Carrie Underwood, un succès primé aux Grammy Awards qui est devenu un hymne d'espoir. Des honneurs du CMA, de l'ACM et de la Recording Academy ont suivi, confirmant sa place parmi les grands. James était plus qu'un écrivain. Il a enregistré ses propres albums où la narration rencontrait les sons country modernes. En tant que producteur, il a nourri de nouveaux artistes et offert sa sagesse aux vétérans, une main ferme façonnant la musique de Nashville dans les coulisses. Malgré son succès professionnel, James est resté terre à terre. Époux et père dévoué de 2 enfants, on se souvient de lui comme d'un homme gentil, humble et généreux de son temps. Un homme dont l'influence s'étendait bien au-delà du studio. Aujourd'hui, Brett James laisse derrière lui un héritage écrit dans mélodie et en souvenirs. Ses chansons continuent de résonner sur les scènes, à la radio et dans les cœurs. Si sa musique vous a déjà parlé, tapez 58, son âge ou écrivez Repose en paix. Brett James pour garder sa voix vivante dans notre mémoire collective. Belva Davis, dont la carrière révolutionnaire a redéfini ce qui était possible pour les femmes et les personnes de couleur dans le journalisme américain, est décédée le 24 septembre 2025 à l'âge de 92 ans. Davis est entrée dans l'histoire en tant que première femme afro-américaine à animer un bulletin de nouvelles du soir sur la côte ouest. À partir des années 1960, elle est entrée dans un domaine où peu de femmes de couleur étaient visibles. Pourtant, elle a rendu compte des luttes déterminantes de la nation depuis les lignes de front. Elle a couvert les manifestations pour les droits civiques, la guerre du Vietnam et les assassinats de Malcolm X et de Robert F. Kennedy. Ces reportages ont donné aux téléspectateurs à la fois de l'exactitude et de l'assurance dans une époque troublée. Pendant plus de 4 décennies, Davis est devenue une présence de confiance dans la région de la baie.
à KPX TV et plus tard à KQED. Elle a fourni une couverture approfondie et a animé This Week in Northern California, façonnant la conversation publique avec clarté et équité. Plus tôt dans sa carrière, elle a travaillé à la radio à KDIA à KSAN, apprenant à amplifier les voix de la communauté. Née en Louisiane en 1932 et élevée à Oakland, elle a surmonté la pauvreté, la ségrégation et les barrières systémiques pour accéder à la notoriété. Retraitée en 2012, elle a laissé derrière elle ses mémoires « Never in My Wildest Dreams », une réflexion sur son long parcours. Si Belva Davis vous a déjà informé ou inspiré, commentez 92, son âge ou écrivez RIP Belva Davis pour honorer la journaliste qui a donné dignité et profondeur aux nouvelles. Anthony Hopkins, un nom qui résonne comme le tonnerre à travers les vastes salles du cinéma. Un titan non seulement de la Grande-Bretagne, mais du monde entier, dont la présence a depuis longtemps transcendé l'écran pour devenir une partie permanente de l'imagination humaine. Il est l'homme qui a transformé Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux en une figure si terrifiante, si humainement dérangeante qu'elle a changé à jamais la façon dont le public comprenait la peur, l'obsession et le génie. Dans ce seul rôle, il a inscrit son héritage dans la moelle de l'histoire culturelle. Pourtant, ce n'était qu'un fragment de son don illimité. Hopkins est passé des origines les plus humbles au pays de Galles, du désespoir silencieux d'un foyer de classe ouvrière et de la douleur creuse de la solitude à un monument de discipline, de talent artistique et de métier. Des lumières de la scène des théâtres londoniens au sommet scintillant d'Hollywood, son génie ne s'est jamais estompé. Il ne se contentait pas de jouer. Il habitait, se dissolvant dans des personnages avec une telle précision et une telle intensité que le public oubliait l'homme et ne voyait que la vérité. Le regarder, c'était assister à l'alchimie de la transformation. Un garçon fragile qui se ratatinait autrefois sous le poids de l'invisibilité, devenant un colosse de présence avec une intensité inégalée, une voix qui pouvait tonner ou chuchoter comme un fantôme et des yeux qui semblaient percer l'illusion. Hopkins a redéfini ce que signifie vivre à l'intérieur d'une autre âme. Il n'était pas seulement un acteur, il était l'incarnation de l'histoire elle-même. Pourtant, chaque génie est forgé dans le feu et le chemin d'Hopkins était un champ de bataille. Derrière l'éclat de la chevalerie, derrière les applaudissements de 2 Oscars, se cachaient des ombres qui menaçaient de le consumer. L'alcool l'a autrefois entraîné au bord de la destruction, réduisant l'éclat de son talent à près de la ruine. Les liens familiaux se sont brisés sous le poids de son silence, laissant des cicatrices qui ne se sont jamais complètement guéries. 2 fois, le destin s'est montré encore plus cruel, incendiant les maisons qui auraient dû être ses sanctuaires. Le monde l'applaudissait, mais peut s'arrêter pour voir l'homme derrière le masque. L'homme qui se débattait quotidiennement avec des tempêtes qu'aucun projecteur ne pouvait révéler. Maintenant, alors qu'il se tient à 87 ans, le temps lui-même devient un autre adversaire. Chaque année qui passe aiguise la question. Comment porter le poids d'être à la fois vénéré comme immortel et pourtant implacablement humain ? Hopkins est célébré comme un génie, mais c'est aussi un survivant, un homme qui a traversé le feu et a emporté les cendres avec lui dans le triomphe. Son histoire n'est pas seulement celle du cinéma, mais celle des contradictions brutales de la vie, du talent et du tourment, du silence et des applaudissements, de la destruction et de la renaissance. Si son travail a déjà perturbé vos rêves, brisé votre cœur ou vous a inspiré à croire en la beauté de l'art, alors laissez votre respect s'élever avec un simple geste d'hommage. Rendez hommage non seulement à la légende, mais à l'homme qui nous a appris que la grandeur ne naît pas dans la lumière, mais dans l'obscurité suffocante où la survie est incertaine. Les débuts de Sir Philip Anthony Hopkins étaient loin d'être glorieux. Né le 31 décembre 1937 à Margam, une ville modeste de Port Talbot, au pays de Galles, il est entré dans le monde en tant que fils unique de Richard Hopkins, un boulanger fatigué dont les mains connaissaient la douleur des longues heures, et d'Annie Muriel, une mère douce qui portait la résilience tranquille du maintien d'une maison intacte. Leur foyer était un foyer de simplicité et de respectabilité. Mais sous cette surface modeste, le jeune Anthony luttait contre des tempêtes invisibles aux autres.
L'école n'offrait aucun refuge, les lettres s'estompaient et perdaient leur sens. Les mots devenaient un ennemi qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Les enseignants l'ont rejeté comme étant sans espoir, les camarades de classe l'ont catalogué comme un étranger et il s'est donc retiré, se repliant dans le silence, hanté par le poids de ne pas être vu. Des années plus tard, avec une honnêteté inébranlable, il a admis « J'étais sans espoir à l'école. On me disait stupide, je n'avais pas d'amis, je me sentais comme un étranger. Les mots ont tracé le portrait d'un garçon non destiné aux applaudissements, mais à l'effacement. Pourtant, c'est dans cette solitude qu'une étincelle fragile a commencé à vaciller. Sans frères et sœurs pour partager son monde, il en a inventé un à lui. Le silence qui menaçait de l'étouffer est plutôt devenu un creuset où l'imagination, la solitude et la soif d'expression se sont fusionnés pour former les débuts du génie. C'était une enfance douloureuse, mais c'était le terreau d'où Anthony Hopkins allait un jour s'élever. Non pas comme un homme façonné par la gloire, mais comme un homme sculpté par les ombres, en une légende que le monde n'oublierait jamais. À 12 ans, Anthony Hopkins a découvert un refuge qui allait modifier le cours de sa vie. Ce n'était pas dans l'étreinte d'amis qu'il n'avait jamais eu, ni dans les louanges d'enseignants qu'il avait rayées de la carte, mais dans les touches noires et blanches d'un piano. L'instrument est devenu son confident, ses mélodies les seules voix qui lui répondaient lorsque le silence menaçait de l'étouffer. Il s'asseyait pendant des heures, ses petites mains sculptant des notes dans l'air comme de fragiles prières, chaque son prouvant que quelque chose en lui était vivant, agité et ne voulait pas disparaître. Bientôt, la peinture a suivi, avec des couleurs déversées sur la toile en traits féroces qui parlaient plus fort que les mots qu'il ne pouvait pas trouver. Ce n'étaient pas des passe-temps pour un garçon, c'était des bouées de sauvetage pour une âme qui se battait pour s'exprimer. L'art est devenu son bouclier contre l'invisibilité, sa preuve que même dans l'isolement, il y avait une étincelle que personne ne pouvait éteindre. Puis, à 14 ans, le destin est intervenu. Dans les rues de Port Talbot, il a rencontré Richard Burton. Non pas par le sang, mais lié par le lieu de naissance, par le même air industriel gallois, par les mêmes rues étroites qui les avaient élevés tous les deux. Mais Burton avait déjà conquis les scènes et les écrans du monde entier. Un homme dont la voix roulait comme le tonnerre et dont le nom scintillait dans les lumières. Pour Hopkins, cette rencontre n'était pas seulement de l'admiration, c'était une révélation. Voici la preuve que la grandeur ne naît pas seulement dans les salles dorées ou les écoles privilégiées. Elle pouvait s'élever de la poussière froide, des maisons modestes, du sol même sous ses pieds. À ce moment-là, Hopkins n'a pas seulement vu Burton, mais une porte, un passage hors du silence et du doute vers un monde d'art, de théâtre et de destin. C'était une étincelle dans le vide, un murmure qui lui disait « Même le garçon que tout le monde avait traité d'indésirable pouvait un jour commander l'attention du monde. » Les blessures de l'enfance ne disparaîtraient jamais, mais elles se graveraient dans son art, donnant à ses performances leur intensité obsédante. Des ombres des salles de classe de Port Talbot, Anthony Hopkins s'est avancé prudemment, presque avec défi, dans la lumière de la scène. Pourtant, même là, les doutes le poursuivaient comme des ombres qui ne voulaient pas lâcher prise. Après avoir terminé ses études au Royal Welsh College of Music and Drama en 1967 et servi 2 ans dans l'armée britannique, il est arrivé à Londres à la Royal Academy of Dramatic Art. Ici, entouré d'une ambition brute et d'une tradition imposante, le garçon qui avait autrefois été rejeté comme invisible a commencé à se forger en quelque chose d'extraordinaire. Mais le processus a été brutal. Chaque répétition ressemblait à un procès, chaque leçon à une bataille contre l'échec. Hopkins avouera plus tard que les blessures de l'enfance ne l'ont jamais quitté. Elles ont simplement changé de costume, attendant en coulisses que le doute de soi déguisé en de nouveaux atours. Son véritable terrain d'essai est arrivé au National Theatre of Great Britain sous l'œil attentif de son formidable chef, Laurence Olivier. Ce n'était pas un sanctuaire. C'était un creuset. Des géants du théâtre hantaient ces salles et Hopkins se sentait souvent comme un intrus parmi eux, certain qu'il serait un jour démasqué comme un imposteur. Soir après soir, la perfection était exigée et chaque rôle devenait une épreuve du feu,
Même lorsque les applaudissements résonnaient dans l'air, le retour aux couloirs vides et aux loges sombres ravivait l'ancienne solitude. Et dans cette solitude, un compagnon dangereux est apparu. L'alcool, au début, juste un seul verre pour calmer les nerfs, pour faire taire l'écho du doute. Mais lentement, le verre s'est attardé plus longtemps, passant du réconfort à la dépendance, d'un baume à un poison qui allait un jour l'entraîner au bord de l'effondrement. Pourtant, le génie a une façon de percer les tempêtes. Un soir, le destin a frappé. Laurence Olivier, la figure imposante de la scène, est tombée malade. Sa doublure, le relativement inconnu Anthony Hopkins, a été convoqué pour assumer le rôle dans Dance of Death. C'était le genre de moment qui pouvait briser un jeune acteur. Une invitation non seulement à jouer, mais à remplacer une légende, tous les yeux attendant qu'il échoue. Pour la plupart, cela aurait été un cauchemar. Pour Hopkins, c'est devenu la nuit où sa vie a changé. Il est monté sur son scène non pas comme le garçon incertain du pays de Galles, mais comme une force déchaînée. Sa performance a tonné avec conviction, éclatant avec une telle puissance que le public en est resté tremblant. À la tombée du rideau, des murmures s'étaient déjà répandus, un nouveau titan était arrivé. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas de la chance, pas du hasard. C'était la moisson d'années de discipline, de nuits solitaires, à mémoriser des répliques jusqu'à ce qu'elles se fondent dans l'instinct d'un esprit assez agité pour disséquer chaque geste, chaque souffle. Hopkins s'était préparé à ce moment bien avant qu'il n'arrive, même s'il ne le savait pas. La grandeur, il l'a prouvé, ne naît pas dans la sécurité du confort, mais dans la chaleur impitoyable de l'épreuve. Cette nuit-là sur scène, le silence qu'il avait autrefois écrasé s'est brisé. Pour la première fois, Hopkins a réalisé qu'il n'était plus invisible. Il était devenu indéniable. Peu de temps après, le monde du cinéma lui a ouvert ses portes. Hollywood l'a attiré avec ses propres ombres et ses propres tentations. Mais le garçon de Port Talbot avait déjà traversé le feu. Il savait que l'art n'était pas une question de glamour, mais de survie, pas une question d'applaudissement, mais de vérité. Et bien qu'il trébuche à nouveau, bien que le spectre de l'alcool et du doute le suive pendant des années, Hopkins avait franchi le seuil. Il avait transformé son silence en tonnerre, ses blessures en armes, ses ombres en lumière de scène. Le monde ne le regarderait plus jamais de la même manière. En 1968, Hopkins s'est fait remarquer dans le rôle de Richard Coeur de Lion dans Le Lion en hiver. Sa performance, à la fois royale et hantée, a annoncé au monde que son génie ne pouvait pas être confiné à la scène. Et pourtant, alors que le monde commençait à le célébrer comme une étoile montante, à l'intérieur, il restait agité, poursuivant toujours l'approbation qu'il n'avait jamais trouvée dans son enfance, portant une fin qu'aucun applaudissement ne pourrait jamais combler. Le monde voyait le triomphe. Il vivait souvent le tourment. Mais de ce tourment, une leçon a émergé, gravée dans son être même. Que même les blessures les plus profondes peuvent être transformées en pouvoir, et que parfois, les épreuves les plus cruelles sont les portes mêmes par lesquelles le destin passe. Du creuset de la scène, Anthony Hopkins s'est élevé dans la vaste étendue du cinéma, et le monde ne pouvait plus détourner le regard. Il s'est fait remarquer dès le début, mais c'est Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux qui a gravé son nom dans la moelle de la culture mondiale. Hopkins est apparu à l'écran pendant moins de 20 minutes. Pourtant, en ces minutes, il a redéfini la terreur elle-même. Calme, intelligent et glaçant, son lecteur est devenu l'une des créations les plus inoubliables de l'histoire du cinéma, lui valant l'Oscar et élevant le garçon de Port Talbot au sommet d'Hollywood. Les flashs ont explosé, les ovations ont tonné, et le monde l'a déclaré un génie sans égal, mais plus l'ascension est haute, plus le sommet est solitaire et plus le prix est élevé. Le succès exigeait des heures interminables sur le plateau, des jours qui se fondaient dans les nuits, un corps se poussait à l'épuisement, des repas sautés et du sommeil sacrifié à la machinerie de la gloire. Le monde voyait l'éclat, mais Hopkins ne ressentait souvent que la routine d'un emploi du temps qui dévorait ses forces. Il a avoué un jour, avec une honnêteté brutale, « La gloire n'est rien, le succès n'est rien, ils ne vous remplissent pas. » Et qu'ils ne remplissent pas. Et lorsque les caméras se sont arrêtées, les photographies ont cessé de clignoter et les poignées de main se sont dissoutes. Il est retourné dans une pièce vide, un silence qu'aucune ovation ne pouvait atteindre. Il a admis que la gloire n'avait jamais apaisé les doutes persistants ni effacé le sentiment d'être un étranger.
Ce paradoxe d'être célébré par des millions de personnes tout en étant tourmenté intérieurement a hanté ses années les plus brillantes. Et c'est dans ces ombres que la bouteille, autrefois une compagne silencieuse, a commencé à appeler avec plus d'insistance. Pourtant, son talent artistique s'est envolé. Hopkins a montré une gamme que peu d'acteurs pouvaient toucher, des serviteurs accablés par le devoir aux artistes de flamme avec la folie, en passant par les rois, les prêtres et les hommes ordinaires écrasés sous un poids extraordinaire. Et lorsque la plupart de ses pairs se sont estompés dans la mémoire, il a rugi à nouveau. Dans The Father, à l'âge de 83 ans, il a incarné un homme s'effondrant dans la démence. La performance était dévastatrice, tendre et insupportablement humaine, lui valant un autre Oscar et faisant de lui le plus vieil acteur à avoir jamais remporté le prix du meilleur acteur. Dans ce rôle, Hopkins a transformé la vulnérabilité en universalité, transformant la fracture de la mémoire en poésie. Ce n'était pas un simple jeu d'acteur, c'était une vie de douleur, de discipline et de résilience distillée en art. Même la télévision ne pouvait pas le contenir. Dans Westworld, Hopkins a incarné le Dr Robert Ford avec une précision glaçante, prouvant que l'âge n'avait pas atténué son intensité. Chaque rôle était un autre sommet, une autre montagne conquise, et la légende de son art n'a fait que croître. Pourtant, sous tout cet éclat, le paradoxe perdurait. L'homme qui se tenait au centre de l'admiration mondiale retournait souvent au silence. La solitude d'une pièce vidée après le départ des caméras. L'éclair du projecteur ne pouvait pas bannir l'obscurité qui attendait à la maison, et c'est dans ce cruel contraste entre le rugissement de l'ovation et l'écho de la solitude que sa bataille la plus dangereuse a pris racine. Car ce que le monde saluait comme la gloire, Hopkins le vivait trop souvent comme le vide. Et le vide a une façon de chercher sa propre compagnie dans une bouteille. Le monde a vu Anthony Hopkins se tenir au sommet de son art, baigné dans la lumière aveuglante des applaudissements, mais à l'intérieur, une autre histoire se déroulait. Une histoire trempée d'ombres et de silence. Le vide que la gloire ne pouvait pas effacer a bientôt trouvé son faux réconfort dans la bouteille. Au début, c'était un compagnon, un ami silencieux promettant un soulagement, mais il est devenu un traître, resserrant son emprise avec des mains impitoyables. Hopkins décrira plus tard ces années comme un flou, un brouillard qui lui a volé sa mémoire, drainé ses forces et effacé des journées entières dans le néant. Il a admis avec une franchise douloureuse « Je buvais parce que c'était ma façon de gérer la vie, je n'avais aucune idée de comment vivre ». Ce qui ressemblait à un triomphe pour le monde était, derrière des portes closes, un homme se dissolvant dans son propre oubli. Au milieu des années 1970, la spirale était devenue impitoyable. Les journées sur le plateau s'étiraient sans fin dans les nuits, et lorsque les caméras cessaient de tourner, Hopkins ne trouvait aucun repos. Les matins n'arrivaient pas avec clarté, mais avec confusion. Les souvenirs se fracturaient, des heures manquaient, son corps était vidé de ses forces, sa santé vacillait, son énergie se flétrissait et la maison qu'il avait construite s'effondrait sous le poids de l'absence et de la négligence. Son premier mariage s'est fissuré et le lien fragile avec sa fille s'est encore éloigné de son emprise. L'alcool n'était plus une échappatoire. C'était un voleur qui volait non seulement ses nuits, mais aussi son avenir. Il traversait la vie dans un brouillard de perte de conscience et de regrets, un homme visible pour le monde, mais disparaissant à lui-même, puis est venu une nuit, un réveil hivernal. Il a ouvert les yeux et s'est retrouvé au volant d'une voiture sans aucun souvenir de la façon dont il était arrivé là. La froide réalité a frappé comme une lame, il aurait pu tout perdre. Sa carrière, sa famille, peut-être même sa vie. C'était le fond, l'abîme qui le regardait avec des yeux impitoyables. Et dans cet abîme, il l'a entendu enfin, une voix intérieure, faible mais implacable, lui ordonnant d'arrêter, l'avertissant que s'il ne le faisait pas, il ne resterait rien. En décembre 1965, Hopkins a choisi d'arrêter. Il est entré dans une réunion de soutien, effrayé, incertain, désespéré. À partir de ce jour, il a commencé le long chemin de la sobriété. Il a embrassé la philosophie fragile mais incassable d'un jour à la fois, s'accrochant à chaque lever de soleil comme une chance de choisir la vie à nouveau.
C'est un miracle, dira-t-il plus tard. Je n'arrive pas à croire que, un jour à la fois, je suis resté sobre. L'homme qui se sentait autrefois impuissant a découvert une discipline plus grande que la boisson, la discipline de la survie. Chaque jour sans alcool est devenu une victoire. Chaque année, une montagne escaladée. Et au fil des décennies, il a gardé sa sobriété avec la même férocité qui définissait son art. Pourtant, les cicatrices sont restées. La distance avec sa fille Abigail, née de ses années perdues, ne s'est jamais vraiment guérie. Hopkins a avoué « Je n'ai aucun contact avec elle, c'est son choix. La vie est la vie. » Cette blessure, portée en silence, reste l'un des rappels les plus douloureux que même le triomphe sur la bouteille ne peut pas réécrire le passé. Pourtant, il en parle non pas avec amertume, mais avec acceptation. Un homme sobre qui a appris à porter le poids de sa propre humanité. À travers tout cela, il n'a jamais caché son parcours. Hopkins s'est tenu devant d'autres personnes luttant contre la dépendance, offrant des mots non enveloppés de grandeur, mais de vérité brute. Que la sobriété n'est pas une conquête, mais un cadeau quotidien fragile. « Je suis juste un homme chanceux », leur dit-il. « Je crois que nous sommes capables de tout, peu importe à quel point nous nous sentons perdus. » Sa survie est devenue son message, sa vérité. Le Hopkins que le monde connaît, l'acteur anobli, le double lauréat d'un Oscar, la légende, est inséparable du Hopkins qui a titubé à travers ses années sombres et a en quelque sorte trouvé la force d'arrêter. Son passage à travers la bouteille vers la sobriété n'est pas une note de bas de page à la grandeur, c'est la fournaise dans laquelle cette grandeur a été forgée. Et c'est pourquoi, lorsqu'il monte sur scène ou apparaît à l'écran, le public ressent non pas seulement une performance, mais l'écho de la survie elle-même. Ce qui aurait pu être un sanctuaire est devenu une maison de fracture. Les exigences de la performance l'ont éloigné et le brouillard de la boisson a construit des murs invisibles entre lui et ceux qu'il aimait. Alors que le monde commençait à peine à chuchoter son nom avec admiration, son mariage se dénouait fil après fil. En 1972, l'union s'est effondrée. Mais la véritable blessure n'était pas dans les papiers de divorce. Elle était dans le lien avec Abigail. Le rôle d'un père est d'être là, stable et inébranlable, une main constante pour guider et protéger. Hopkins n'était pas là. La petite fille a grandi non pas avec le son de la voix de son père, mais avec l'absence creuse de celui-ci, un vide si fort qu'il résonnait plus fort que toute ovation. La scène lui a donné la reconnaissance, mais cela lui a coûté le seul public qui comptait le plus. Son propre enfant, Hopkins a parlé de ses années avec une honnêteté crue, ne travestissant jamais la vérité, n'offrant jamais d'excuses. Interrogé une fois sur Abigail, il a répondu avec des mots qui glacent par leur simplicité. « Je n'ai aucun contact avec elle, c'est son choix. La vie est la vie. Pas de colère, pas de défense, juste la résignation tranquille d'un homme qui sait que certaines blessures ne peuvent jamais être effacées. Ces mots ne sont pas cruels, ils sont creux. La voix de quelqu'un qui porte le poids d'une absence qu'il ne peut réparer. C'est un rappel que même le plus grand acteur ne peut pas improviser l'amour une fois perdu. L'abîme entre eux est devenu l'une des plus profondes tristesses de sa vie. Invisible à la caméra, mais gravé dans chaque silence de son monde privé. Et pourtant, Hopkins n'a jamais dit de mal d'Abigail ou de sa mère. Il a choisi de ne pas rouvrir de vieilles blessures, de ne pas blâmer, mais d'assumer la fracture comme une partie de son humanité. Dans ce choix réside à la fois la tragédie et la dignité. La tragédie d'un amour qui s'est évanoui et la dignité de l'acceptation. Son silence sur la question n'est pas de l'indifférence. C'est la reconnaissance que la vie n'accorde pas toujours de seconde chance, sotucarnoussis, et que parfois l'acte le plus noble est de porter le regret sans le transmettre. Ce premier mariage a été bref, mais ses conséquences éternelles. Les applaudissements du monde n'ont jamais pu noyer le silence de l'absence d'une fille. La gloire n'a jamais pu remplacer le mot père. Et même 2 Oscars, même un titre de chevalier n'ont pas pu effacer la vérité que certaines blessures ne guérissent jamais. Elles restent vives, non guéries, non dites, gravées dans le cœur d'un homme qui a appris trop tard que la grandeur dans l'art ne garantit pas la grandeur à la maison. C'est peut-être le paradoxe le plus dévastateur de la vie d'Anthony Hopkins.
que l'acteur qui a donné au monde des personnages inoubliables a porté dans son rôle le plus privé une perte qu'aucune performance ne pouvait racheter. Et dans ce paradoxe réside une leçon tranquille, non criée, non prêchée, mais vécue, que le coût de la négligence est toujours supérieur au prix des applaudissements. C'est parfois la ruse la plus cruelle de la foi que les moments qui brillent le plus au début soient ceux destinés à s'estomper le plus rapidement. Après le naufrage de son premier mariage, Anthony Hopkins a trouvé en Jennifer Linton ce qui semblait être une bouée de sauvetage, une présence calme, une main patiente tendant à travers la tempête. Dans ses premières années, des amis se sont souvenus d'une nouvelle douceur en lui. Hopkins souriant plus facilement, le rire se glissant dans des pièces autrefois lourdes de silence. La chaleur de Jennifer l'a stabilisé et ensemble, ils ont construit une maison qui, bien que simple, rayonnait d'une paix fragile. Il n'y avait pas de feu d'artifice, pas de grand spectacle, mais il y avait du réconfort dans l'ordinaire. Des repas partagés tranquillement, des soirées passées dans le calme, la joie subtile de deux personnes choisissant la stabilité au-dessus du chaos. Pour Hopkins, qui avait passé une si grande partie de sa jeunesse à brûler des ponts et à errer dans le doute de soi, c'était plus qu'un mariage. C'était une rédemption fragile, une seconde chance à la famille qu'il craignait de ne jamais vraiment avoir. Dans la patience de Jennifer, il a entrevu la possibilité d'une vie enfin ancrée. L'espoir que cette fois, enfin, il ne perdrait pas l'amour dont il avait si désespérément besoin. Mais le bonheur construit sur un terrain fragile dure rarement. La carrière de Hopkins a grimpé en flèche, l'entraînant dans de longs tournages, des nuits tardives, des voyages sans fin qui se fondaient dans l'épuisement. La bouteille a peut-être relâché son emprise après 1975, mais son ombre n'a jamais vraiment disparu. Elle a laissé derrière elle des fantômes, une agitation qui rongeait les nuits tranquilles, une distance qui s'est creusée entre deux cœurs et des murs invisibles construits au plus profond de lui-même. Jennifer Linton a tout supporté avec une force tranquille, sa patience devenant l'encre dans une vie trop souvent à la dérive. Elle l'a stabilisé lorsque la gloire l'a emporté, lorsque l'épuisement l'a drainé, lorsque le silence a menacé de le consumer. Pourtant, même les ancres, lorsqu'elles sont laissées trop longtemps dans les eaux froides, commencent à se corroder. Ce qui manquait à leur vie ensemble, ce n'était pas le confort ou la richesse, car la gloire avait accordé les deux. Ce qui manquait, c'était le son d'un enfant. Année après année, le silence de leur maison est devenu plus lourd. La chaise vide à la table semblait plus forte que les applaudissements. L'absence d'un berceau plus lourde que n'importe quel trophée. Pour Jennifer, l'enfant manquant n'était pas seulement un rêve différé, c'était un chagrin sans langage. Chaque année approfondissait la douleur. Chaque anniversaire qui n'est jamais venu, chaque berceuse jamais chantée a marqué une blessure qui ne pouvait pas être bandée. Elle avait donné sa jeunesse, sa patience, le meilleur de sa vie, seulement pour se retrouver sans la chaleur d'une petite main dans la sienne ou la promesse d'une vieillesse partagée. Parmi ses amis, elle a admis avec une honnêteté douloureuse que sa patience ressemblait parfois à verser de l'eau dans du sable. Le dévouement versé sans fin dans un vide, l'amour donné sans retour. Son sacrifice est devenu invisible. Sa douleur portée en silence alors que le monde ne voyait que l'image soignée d'un mariage célébré. Pour Hopkins, le vide a pris une autre forme. Ce n'est pas un berceau vide qui le hantait, mais la distance en lui-même. Je ne suis pas doué pour les relations, je me retire, avouera-t-il des années plus tard, ces mots teintés non pas de colère, mais de lassitude. Ce repli n'était pas seulement de Jennifer, mais de l'idée même de la paternité. Il portait l'absence d'enfant en silence comme un autre écho de la solitude qui le traquait depuis son enfance. Les applaudissements d'étrangers ne pouvaient pas remplacer la voix d'un enfant l'appelant père. La gloire remplissait ses journées, mais les nuits le renvoyaient au silence. Je me suis souvent senti comme un étranger, même dans ma propre maison, a-t-il un jour réfléchi. Cet aveu a révélé le fossé qui s'était creusé entre ce Cambodge, un fossé créé non pas par un scandale ou une trahison, mais par l'absence, par des murs construits lentement, invisiblement. De l'extérieur, leur mariage semblait stable, voire enviable. Mais à l'intérieur, c'était une maison creusée par le silence. L'amour n'a pas explosé dans la rage, il s'est dissous dans l'immobilité. Ce n'est pas l'infidélité ou la trahison qui les a défaits, mais des tragédies plus silencieuses, l'épuisement, la distance et le poids insupportable des rêves non réalisés.
En 2002, près de 3 décennies après leur vœu, le mariage a pris fin. Pas dans la fureur, pas dans un scandale public, mais dans le silence. Peut-être que le silence était la fin la plus cruelle de toutes. Passer 30 ans à côté d'une autre âme à travers les saisons et les années seulement pour découvrir qu'il n'y avait pas de chemin à suivre. C'est une dévastation en soi. Ce n'était pas la blessure déchiquetée de la trahison, mais l'enseignement de l'absence. Jennifer avait donné ses meilleures années, sa jeunesse, sa loyauté, sa patience inébranlable à un homme admiré par des millions, mais souvent absent de sa propre maison. Ce qu'elle a reçu, ce n'était pas la trahison, mais la solitude. Une solitude qui a creusé son esprit, laissant derrière elle non pas la colère, mais le vide. Pour Hopkins, le coup n'était pas moins cruel. Chevalier, 2 fois lauréat d'un Oscar, salué comme l'un des plus grands acteurs de sa génération. Une fois de plus, il s'est retrouvé seul. Leur mariage ne s'est pas effondré dans les gros titres ou les scandales, mais sa dissolution silencieuse a révélé une vérité plus dure. Toutes les tragédies ne viennent pas avec le feu et la fureur. Parfois, les fractures les plus dévastatrices sont celles qui s'estompent lentement, presque invisiblement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à quoi s'accrocher. Pendant près de 30 ans, Jennifer Linton a été la flamme constante dans la vie de Hopkins, gardant la maison chaude lorsque la gloire et la fatigue l'entraînaient ailleurs. Mais lorsque cette flamme s'est finalement éteinte, elle l'a fait sans spectacle. Ce qu'elle a laissé, ce n'était pas la colère, mais le silence. Un silence plus lourd que le chagrin, rempli de la douleur de ce qui aurait pu être. Il y a une leçon dans leur histoire, non pas proclamée sur les scènes, mais écrite dans des années d'endurance et l'effondrement silencieux de l'intimité. L'amour ne se mesure pas seulement au temps enduré, mais à la présence, à l'attention, au choix quotidien de combler la distance. Sans ces actes, même le dévouement mesuré en décennies peut se dissoudre dans l'absence. Leur fin n'était pas simplement la rupture d'une union, c'était un rappel que le temps seul ne peut pas sauver l'amour, que même 30 ans ne peuvent qu'en pas réparer un lien négligé. Hopkins est sorti de ce deuxième mariage non pas scandalisé, mais marqué, sa vie si souvent marquée par l'absence de parents dans l'enfance, de liens familiaux stables à l'âge adulte, de la fille qu'il ne pouvait plus serrer contre lui, l'a ramené à la solitude. La gloire pouvait dorer son nom, mais elle ne pouvait pas effacer la vérité que certains silences sont éternels. C'était le paradoxe de sa vie. Que l'homme qui a donné au monde des personnages inoubliables, qui a incarné des rois, des monstres et des rêveurs, ne pouvait échapper aux dévastations ordinaires de l'amour des faits. Et pourtant, dans ce paradoxe réside une vérité tranquille que toutes les histoires d'amour ne se terminent pas par le feu. Certaines se terminent par le silence. Tous les chagrins ne se brisent pas d'un seul coup. Certains s'érodent lentement, invisiblement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pour Anthony Hopkins, la fin de son mariage avec Jennifer Linton n'était pas seulement une perte personnelle, c'était un rappel dévastateur que même 3 décennies de vie partagée peuvent se dissoudre dans le néant si la présence est remplacée par l'absence. Mais la vie, toujours cruelle et toujours généreuse, ne l'a pas laissé là. Après des décennies de tempêtes, de mariages brisés, de liens familiaux rompus et la longue ombre de la solitude, Hopkins est finalement tombé sur ce qu'il avait recherché tout au long de sa vie. Pas une autre ovation, pas une autre scène, pas un autre prix, mais quelque chose de bien plus simple et d'infiniment plus rare, une maison. En 2003, à l'âge de 65 ans, il a épousé Stella Arroyave, une artiste d'origine colombienne dont la présence n'était pas lourde d'attente, mais légère de joie. Elle n'était pas un vestige de son passé, ni un chapitre laissé inachevé, mais sa rédemption. Là où d'autres ont enduré ses absences, Stella a apporté sa présence. Là où le silence hantait autrefois ses maisons, elle a rempli les pièces de musique et de rire. Et là où Hopkins s'était si souvent senti comme un étranger dans sa propre vie, elle lui a offert le cadeau le plus radical de tous, l'appartenance. Leur mariage n'a pas été dépeint dans les gros titres ou les scandales, mais dans les teintes plus douces de la constance. Il n'y a pas eu d'enfants ensemble, pas de seconde chance à la paternité. Pourtant, dans cette absence résidait une liberté tranquille, la liberté d'aimer sans le poids de ce qui aurait pu être, de mesurer le bonheur non pas en obligations non satisfaites, mais en moments pleinement vécus.
Hopkins a parlé de Stella avec une affection sans réserve, la qualifiant de source d'énergie, de positivité et d'équilibre. En sa compagnie, la sobriété ne se ressentait plus comme un fardeau, mais comme une célébration. L'âge ne se ressentait plus comme un déclin, mais comme une saison de paix. Elle n'est pas arrivée comme une sauveuse. Ses batailles étaient déjà menées. Elle a simplement marché à ses côtés, veillant à ce qu'il ne soit plus jamais seul face aux ombres. Pour Hopkins, qui a autrefois poursuivi la grandeur comme si c'était le seul remède au vide, Stella est devenue la preuve que la grandeur à la maison peut être simple. Un petit déjeuner partagé près de la fenêtre. Une promenade dans le jardin où la lumière du soleil transformait l'ordinaire en extraordinaire. Une soirée au piano où Hopkins jouait non pas pour le public mais pour la femme qui l'écoutait avec une dévotion tranquille. Il a réfléchi plus tard qu'il avait enfin appris à être reconnaissant, à chérir les moments ordinaires que la gloire ne pourrait jamais reproduire. L'ambition agitée qui le consumait autrefois a cédé la place à l'immobilité, peignant dans son atelier, improvisant des mélodies au piano, parlant du bonheur non pas en statue dorée, mais en matin qui commençait et se terminait avec sa femme. Ce troisième mariage est le triomphe tranquille de sa vie personnelle. Dans un monde qui se souviendra toujours de lui comme d'Hannibal Lecter, comme Stevens dans Les Vestiges d'Empire du jour, comme le père qui s'effondre dans The Father, Hopkins lui-même insiste sur le fait que le rôle qu'il chérit le plus est simplement d'être le mari de Stella. Il n'y a pas de gros titres ici, pas de drame, seulement la guérison, seulement l'endurance calme de l'amour choisi librement et renouvelé à chaque jour qui passe. Et la paix, quand elle est finalement venue, n'est pas arrivée avec faste, mais avec le poids tranquille du sens. Le chaos et les fractures du passé avaient creusé de profondes cicatrices. Pourtant, ces cicatrices mêmes ont appris à Hopkins la mesure de l'immobilité. Il savait ce que l'absence ressentait, alors la présence est devenue sacrée. Il avait vécu à travers un silence lourd de solitude. Ainsi, le rire à sa table est devenu une sorte de miracle. Pour un homme qui avait autrefois cherché sa valeur sur les scènes et dans les applaudissements d'étrangers, la compagnie de Stella a révélé le triomphe le plus vrai, que le bonheur, autrefois presque perdu, pouvait être retrouvé, gardé férocement et chéri comme le cadeau le plus rare. Et ainsi, même le voyage le plus solitaire, aussi marqué soit-il, peut se terminer non pas dans le vide, mais dans la maison. Le destin, semble-t-il, n'avait pas fini de le tester. Même après la sobriété, après l'amour, après la paix de la maison, on a rappelé à Anthony Hopkins à maintes reprises à quel point la sécurité peut être fragile, à quelle vitesse le feu peut transformer les murs en cendres. La première fois, c'était au début des années 2000, lorsque sa maison londonienne a été réduite en braise. Les flammes se sont élevées sans avertissement, courant à travers les poutres et les plafonds avant que quiconque puisse réagir. En moins d'une heure, ce qu'il avait fallu des décennies pour rassembler, des meubles usés par l'usage, des peintures rares collectionnées avec soin, des livres bien aimés lourds de notes, des photographies jaunies par le temps, les petits témoignages de mémoire qui font d'une maison une vie ont été dévorés. La perte a été comptée non seulement en millions de livres sterling, mais dans le poids disparu et d'une vie réduite à la fumée. Les voisins ont parlé du ciel noirci par les cendres, des étincelles dansant dans le vent comme de cruels feux d'artifice. Hopkins se tenait incrédule, fixant les braises de sa propre histoire, stupéfait par la cruauté de voir sa maison transformée en un cimetière de souvenirs. Cela seul aurait suffi. Un seul brasier pour marquer une vie. Une seule nuit pour graver le feu dans la mémoire pour toujours. Mais le destin a été impitoyable. En 2018, alors que des incendies de forêt ravageaient le sud de la Californie, les flammes ont léché dangereusement près d'une autre de ses maisons. Un rendez-vous manqué qui ressemblait au destin lui rappelant son pouvoir, et puis en 2025, le cauchemar est revenu en force. À Pacific Palisades, son sanctuaire a été complètement consumé. Une fois de plus, les flammes ont surgi, imparables, effaçant non seulement les murs et les plafonds, mais le fragile sentiment de permanence qu'il avait essayé si soigneusement de reconstruire. Perdre une maison une fois était une agonie. La perdre 2 fois était une dévastation au-delà des mots. Hopkins ne pouvait que regarder les murs s'effondrer et les souvenirs de famille se briser dans le rugissement du feu, comme si l'univers lui-même se moquait de ses efforts pour s'accrocher à la paix.
Des trésors de famille, des scénarios soigneusement encadrés, des prix et des lettres, tous disparus dans une tempête de chaleur et de fumée. Ce qui restait, c'était le silence, mais pas le silence de la solitude qu'il avait autrefois connu, celui qui rongeait dans sa jeunesse et résonnait à travers des mariages ratés. C'était plus lourd, un silence d'absence, d'espaces réduits en suie, de pièces résonnant seulement avec les fantômes de la mémoire. 3 fois le feu avait menacé, 2 fois il avait tout pris. Et 2 fois, il a été forcé de se tenir dans les cendres pour faire face à l'insoutenable vérité que même les murs les plus solides peuvent disparaître dans un souffle de flamme. Pour la plupart, une maison n'est que du bois et des briques. Pour Hopkins, c'était plus. C'était la toile sur laquelle il peignait ses secondes aux chances, la scène où la sobriété devenait plus stable. L'endroit où les soirées ordinaires portaient le poids de la guérison. La perdre une fois était assez cruel. Se tenir à nouveau devant un deuxième feu, regardant le toit s'effondrer et les murs s'écrouler comme si le destin lui-même effaçait la vie qu'il avait tant lutté à reconstruire, était presque insupportable. Il a admis plus tard le poids surréaliste de tout cela, comment tout, des scénarios précieux aux souvenirs de famille, pouvaient disparaître en un instant, laissant derrière lui un homme dépouillé. Et pourtant, dans cette dévastation, il y avait aussi de la clarté. Il se souvenait de la fumée étouffant l'air, de la ruée frénétique dans la nuit, des battements de son propre cœur, alors qu'il trébuchait vers l'extérieur, secoué mais vivant. Tout était parti, se souvenait-il, non pas avec amertume, mais avec une acceptation forgée dans les cicatrices. Les choses peuvent être remplacées, la vie ne le peut pas. Il s'est retrouvé à fixer les cendres avec la lourde conscience que, bien que la mémoire ait brûlé, la vie elle-même avait été épargnée. Il est facile de mesurer le succès en trophée ou en maison. Mais l'histoire du feu de Hopkins révèle un autre type de vérité. Encore et encore, il a vu ce que la plupart craignent le plus, la destruction de la maison, l'anéantissement de la mémoire et de la flamme. Et encore, il s'est tenu dans les cendres, respirant et capable de recommencer. L'homme qui avait autrefois failli céder à la bouteille a maintenant fait face à la perte avec un étrange calme, une sagesse tempérée par les cicatrices. Pour Hopkins, les incendies n'étaient pas seulement des tragédies, c'étaient des rappels. Que les applaudissements s'estompent, que les murs tombent, que les possessions disparaissent. Mais ce qui perdure, c'est la vie elle-même et la volonté de se relever. Et ainsi, bien que ces maisons aient été prises, Hopkins lui-même est resté inébranlable. Il a reconstruit, il a continué, il a vécu. Et lorsque Stella est entrée plus tard dans sa vie, il a refusé de laisser le feu le définir, tout comme il avait autrefois refusé de laisser la dépendance ou le désespoir dicter sa fin. Car si la scène lui avait appris quelque chose, c'était ceci. Même lorsque les rideaux tombent, un autre acte commence et des cendres, il a choisi de se tenir debout. Non pas avec amertume, mais avec gratitude. Gratitude pour la survie, pour l'amour, pour la chance une fois de plus de continuer. Certaines pertes ne viennent pas dans les flammes, mais dans le silence d'une chambre d'hôpital, le silence d'une chaise vide à la table familiale. Pour Anthony Hopkins, les blessures les plus profondes n'ont pas été creusées par le feu, mais par l'absence des 2 personnes qui lui avaient d'abord donné la vie. Lorsque son père, Richard, est décédé, l'homme dont les mains tachées de fleurs avaient porté du pain à travers les rues du pays de Galles, Hopkins a appelé cela la pire chose qui me soit jamais arrivée. Il se souvenait d'être assis au chevet de son lit, regardant la force de ses mains s'échapper, impuissant à arrêter le temps. Ce n'était pas seulement la mort qu'il pleurait, mais la disparition d'une présence qui avait ancré son enfance. Aucune scène, aucun applaudissement, aucun titre de chevalier ne pouvait le protéger de la vue de son père s'éteignant. Un rappel que même les géants doivent s'incliner devant le temps. Des années plus tard, lorsque sa mère, Muriel, a suivi, le dernier pont vers sa jeunesse s'est effondré. De retour dans sa maison vide, il a admis qu'il avait l'impression que les murs eux-mêmes ne le reconnaissaient plus. Avec elle est parti le dernier écho de la maison. Il a confessé que le chagrin l'avait laissé vide, que même si le monde le saluait comme une légende, il se sentait comme un homme détaché sans personne pour l'appeler fils. Ses pertes n'étaient pas bruyantes, pas publiques, c'était le genre de cicatrices qui vivent en silence.
Et elle persiste dans chaque rôle où Hopkins joue un homme défait par la mémoire, l'amour ou le temps. Et puis est venue la perte la plus lente de toutes, le corps lui-même. Maintenant, à 87 ans, Hopkins porte l'implacable vérité que l'âge n'épargne personne. Il a parlé de la mémoire qui faiblit, des noms et des visages qui planent au bord de l'oubli. Cette peur a trouvé son expression la plus obsédante dans The Father, où il a incarné un homme sombrant dans la démence. Le public a pleuré parce que cela semblait insupportablement réel. Et en partie, c'était le cas. Hopkins a versé dans ce rôle non seulement son métier, mais aussi la crainte d'un homme qui sait que la scène à l'intérieur de son propre crâne pourrait un jour s'éteindre. L'âge a fait son œuvre. Le cœur qui ralentit, les os douloureux, la solitude des matins où le miroir ne reflète plus Hannibal Lecter ou Stevens, mais un vieil homme fragile et fini. Parfois, il s'assoit devant le piano, les doigts hésitants sur des touches familières, comme si la musique elle-même testait sa mémoire. Pour quelqu'un qui a autrefois commandé des mondes à l'écran, la confrontation avec sa propre fragilité a été le scénario le plus cruel de tous. Et pourtant, Hopkins a refusé de répondre avec désespoir. Au lieu de cela, il a choisi une sorte de paix défiante. Il peint dans son atelier, joue du piano pendant des heures tranquilles, se promène lentement dans les jardins avec Stella à ses côtés. Il parle souvent de gratitude, gratitude pour un lever de soleil, un repas partagé, la chance de respirer un jour de plus. Les ombres restent, bien sûr. L'absence de ses parents pèse encore sur lui et le spectre de l'âge ne quitte jamais son épaule. Mais il ne fuit pas ses vérités. La vie est très courte, a-t-il dit un jour simplement, avec le calme d'un homme qui en a trop vu pour le nier. C'est peut-être le paradoxe final d'Anthony Hopkins, que l'homme célébré comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps est au fond un homme qui a survécu aux voix qu'il appelait autrefois fils, une vieille âme mesurant le temps en jours, et pourtant il endure à travers le feu, à travers le chagrin, à travers les trahisons de son propre corps. Il a appris que même le silence peut avoir un sens, son histoire n'est pas seulement celle du génie et de la gloire, elle est celle de la survie, de la renaissance encore et encore, face à la perte et du choix de vivre malgré tout. Le rideau peut tomber, mais Hopkins, toujours l'acteur, a montré au monde comment s'incliner devant les ténèbres, puis revenir une fois de plus dans la lumière. Maintenant, à 87 ans, Anthony Hopkins vit non pas sur la scène ou dans l'éclat des caméras, mais dans le rythme tranquille d'une vie qu'il s'est battu pour préserver. Après les tempêtes de mariage brisés, l'abîme de la dépendance, les flammes qui ont 2 fois consumé ses maisons et les silences du chagrin, il a construit un présent défini non pas par le chaos mais par le calme. Il réside aux États-Unis avec sa femme Stella Arroyave, la partenaire qui s'est tenue à ses côtés pendant plus de 2 décennies. Ensemble, ils ont créé une vie de simplicité et de résilience, même après que l'incendie du début de 2025 les a forcés une fois de plus à reconstruire. Hopkins ne recherche plus le bruit d'Hollywood, il recherche l'intimité, la stabilité et le rire qui remplit sa maison le soir. Sa richesse extérieure, selon de nombreuses estimations publiques, est substantielle. Sa valeur nette est souvent citée autour de 160 millions de dollars, tiré non seulement de décennies de performances primées, mais aussi d'investissements stratégiques dans l'immobilier. Il a autrefois possédé un domaine à Malibu, une maison de style Cape Cod avec 5 chambres, une maison d'hôtes, une maison de piscine perchée sur une falaise au-dessus du Pacifique, qui a ensuite été vendue pour environ 10,5 millions de dollars. À Pacific Palisades, il possédait une résidence principale estimée à 7 millions de dollars. Et possédait des propriétés voisines, dont une maison coloniale des années 1940 achetée vers 2019 pour environ 6 millions de dollars selon les valeurs de la maison et du terrain rapportés. Son portefeuille immobilier à Los Angeles seulement est réputé valoir des dizaines de millions de dollars parmi ses actifs les plus visibles. Et pourtant, malgré les chiffres, Hopkins ne les traite pas comme des trophées, mais comme des outils de stabilité et des symboles d'impermanence. Le feu lui a montré que même les murs les plus grandioses peuvent en tomber. Il ne fait pas étalage de sa richesse. Il permet à son art, à sa compagnie et au silence de sa maison de parler
Au lieu de cela, la véritable mesure de ce qu'il possède réside moins dans les évaluations et plus dans les moments où il respire librement, dans l'art qu'il continue de faire et dans l'amour qu'il partage. Sa santé, bien que marquée par l'âge, est soignée avec la même discipline qui a autrefois façonné ses plus grands rôles. Il se soumet à des bilans réguliers, évite le sucre, se couche tôt et honore le vœu de sobriété qu'il a fait en 1975. Un vœu qui a maintenant survécu à des générations entières d'applaudissements. La musique et la peinture restent sa thérapie quotidienne. Au piano, ses doigts errent à travers les mélodies comme de vieux compagnons. Dans son atelier, les toiles s'épanouissent de couleurs. Chaque coup de pinceau est un dialogue silencieux avec le silence. Il accepte la fragilité du temps, les genoux douloureux, le pas plus lent, mais il y fait face avec dignité. La vie est très courte, a-t-il souvent dit, et dans cette brièveté, il a trouvé non pas le désespoir, mais l'urgence, une raison de chérir chaque aube comme un cadeau, jamais une garantie. Quand il entre dans la vue du public, rarement maintenant, il le fait avec une présence qui arrête le temps. Aux premières, aux expositions, aux moments de charité, ses cheveux argentés et son regard serein rayonnent quelque chose de plus grand que la gloire, une majesté née de la survie. N'étant plus un homme à la poursuite de rôles, il les choisit comme des héritages. Chacun une offrande, une voix qui insuffle la vie à l'animation, un scénario qui remue son esprit, un mémoire en préparation. Son art à l'écran, dans la musique, sur la toile, reste son pont vers le monde. Et derrière l'image publique se cache la simplicité, un repas partagé avec Stella. Une promenade dans le jardin, des matins remplis de lumière du soleil au lieu de flash. Pourtant, les ombres ne s'évanouissent jamais complètement. Les cendres des maisons brûlées, la fracture avec sa fille, le silence laissé par ses parents, ceux-ci restent. Mais Hopkins ne leur permet plus de le dévorer. Il a transformé la douleur en discipline, la perte en résilience, la solitude en création. Sa vie aujourd'hui prouve que les cicatrices peuvent devenir des plans, que la brisure peut donner naissance à la beauté et que la paix, bien que fragile, est toujours possible. Si son présent est celui du calme, son héritage est gravé dans le feu et la pierre. 2 Oscars, des BAFTA, des Emmy, des Olivier Awards, son nom gravé sur chaque sachet et chaque écran. Un titre de chevalier de la reine, le record de l'homme le plus âgé a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Pourtant, au-delà des trophées se trouve quelque chose de plus difficile à mesurer. Le poids des performances qui ont troublé, réconforté et transformé des générations entières. Des mains tachées de fleurs de son père boulanger au pays de Galles, aux yeux perçants d'Hannibal Lecter. Son voyage est un cercle parfait. Le travail des mains ordinaires renaît en art extraordinaire. Il peut détenir des passeports de Grande-Bretagne et des États-Unis, mais en vérité, il n'appartient à aucun pays. Sa maison est partout où il y a un piano, une toile ou une histoire qui mérite d'être racontée. Maintenant, à 87 ans, Anthony Hopkins se tient non seulement comme une légende du jeu d'acteur, mais comme un survivant. Un homme qui a transformé la dépendance en sobriété, la perte en gratitude, le silence en musique, la fragilité en force. Son histoire n'est pas seulement celle du génie, mais celle de l'endurance, la preuve que même lorsque le rideau tombe, un autre acte peut commencer. Et si ces films ont déjà percé votre cœur, si ces personnages hantent encore vos rêves, laissez un hommage en son honneur. Parce qu'Anthony Hopkins n'est pas seulement un acteur que nous admirons, il est un témoignage que contre toute attente, la vie elle-même peut encore être vécue avec grâce.